Bien, donc je vais vous présenter les enseignements qu'on peut tirer d'un suivi de longue durée dans le cas d'une commune tout à fait ordinaire, qui s'appelle Bois d'Arcy, où j'habite. Mais avant quelques notions préalables, l'étude porte sur la flore vasculaire spontanée, c'est-à-dire les taxons indigènes et néo-indigènes, archéophytes et naturalisés, sachant qu'une soixantaine d'espèces jugées subspontanées ou accidentelles ont été ôtées au préalable. On parlera de taxons parce qu'il y a plus que des espèces, il y a des sous-espèces, des variétés, des espèces collectives. Le référentiel, c'est la version la plus récente de TaxRef. Et pour les groupements végétaux, le synopsis phytosociologique des groupements végétaux d'Île-de-France du CBNBP. Les classes de rareté régionale que je vais utiliser sont en 8 niveaux et symétriques entre extrêmement commun et extrêmement rare. Ce sont les niveaux de rareté établis par la flore d'Île-de-France. Simplement, j'ai changé un petit peu les intitulés pour que ça soit symétrique entre extrêmement commun et extrêmement rare. Alors, pour réaliser un atlas, par exemple, on découpe d'abord le territoire en mailles ou en communes et on va pratiquer un échantillonnage non aléatoire de façon à connaître le maximum d'espèces dans le minimum de temps. Pour ça, on va choisir des endroits très contrastés, une forêt, une mare, un champ, le village, etc., de façon donc à avoir une rentabilité de l'inventaire. À la fin de cette opération, même si on est repassé une fois ou deux, la surface prospectée reste très faible par rapport à l'ensemble de la commune. Alors, la question que je me suis posée, c'est qu'apporterait une prospection du même espace, mais largement étendue, à la fois à tous les endroits accessibles, et pas simplement ceux choisis au préalable, à toutes les saisons de l'année et sur une très longue période. Donc pour ça, j'ai choisi la commune de Bois d'Arcy, c'était le plus facile pour moi puisque c'est là que j'habite. Elle a une superficie modeste qui permettait d'accéder rapidement, souvent et à pied aux différents endroits à prospecter. Et elle avait déjà fait l'objet d'une opération de prospection par échantillonnage entre 1990 et mai 2006. Et ensuite, c'est une commune assez représentative de beaucoup de communes périurbaines en mutation, donc aux abords de Paris. Donc, Bois d'Arcy se situe, vous voyez ici, à 24 km au sud-sud-ouest du centre de Paris et à la limite nord de la petite région naturelle du Hurepoix. Le suivi approfondi, donc selon ce que j'ai défini précédemment, qui s'adresse à tous les endroits, tout le temps et pendant longtemps, s'est déroulé pendant 15 ans, de juin 2006 à octobre 2020. Quelques présentations rapides de Bois d'Arcy pour qu'on connaisse le contexte écologique. Bois d'Arcy était très rural jusqu'au début du XXe siècle et la population dépassait par 850 habitants. Elle a commencé à s'urbaniser un peu avant la guerre, de 1931 à 68. Elle gagne environ 6000 habitants, mais l'agriculture subsiste. Et à partir de 68 jusqu'à maintenant, l'urbanisation a continué avec un gain d'environ 8000 habitants et l'agriculture a totalement disparu au tournant du XXIe siècle vers 2001-2002. Le nombre d'habitants est passé donc à 15 000 habitants avec une densité très élevée de 2700 habitants au kilomètre carré. L'état des sols en 2017, vous voyez qu'il est assez équilibré entre la forêt, domaniale d'ailleurs, la ville et tous les équipements qui sont liés à la ville, les routes, les magasins, etc., avec quelques plans d'eau, environ 1%, et l'agriculture, à l'époque c'était encore 1%, mais ce n'est plus qu'un centre équestre qui doit être compté dans l'agriculture, mais il n'y a plus d'agriculture vivrière. Le relief, Bois d'Arcy se situe sur un plateau mollement ondulé à une altitude d'environ 170 mètres et domine la plaine de Versailles. Elle se prolonge sur le sommet de la pente de ce plateau qui regarde vers le nord. Au point de vue géologie, c'est très simple, c'est un limon des plateaux qui repose sur une couche d'argile à meulière. Le limon des plateaux fait environ 1 mètre d'épaisseur, mais peut atteindre localement 4 mètres. La couche d'argile à meulière fait environ 5 mètres, avec des poches de sable de Lozère. Les sables de Fontainebleau sont une formation très puissante qui mesure 53 mètres à Bois d'Arcy. Il va affleurer sur la pente et
repose sur des marnes à huîtres et les argiles vertes de Romainville, qui va faire que l'eau qui percole à travers tout ça va stagner à la base des sables de Fontainebleau pour former une nappe qui affleure sous forme de suintement ou de source à la limite nord de Bois d'Arcy, dans le bas de la pente. Au point de vue hydrologie, il y a donc des mares forestières, soit permanentes, soit temporaires, et des bassins urbains récents qui ont accompagné l'urbanisation dont j'ai parlé tout à l'heure. Au point de vue pédologie, on oublie souvent, sur le plateau, on a des luvisols, c'est-à-dire des anciens sols bruns lessivés, et sur le versant, un mélange, une mosaïque de brunisols et de pozzosols en fonction de l'épaisseur des colluvions qui tapissent ce versant. Donc les brunisols, sols bruns sur les colluvions argileuses et les pozzosols sur les sables de Fontainebleau lorsqu'ils sont proches de la surface. Le climat est le climat du bassin parisien, cette partie du bassin parisien, avec des températures mensuelles sur la période 80-2010 peu contrastées et une pluviométrie qui est régulière dans l'année, sans excès ou sans déficit marqué. Donc pour nous résumer, Bois d'Arcy, c'est une commune peu étendue, 548 hectares, densément peuplée, urbanisée aux 2/3 après avoir été agricole pendant longtemps, ce qui n'est plus le cas, où la forêt occupe encore 1/3 du territoire, située sur un plateau horizontal au micro-relief mollement ondulé et sur le versant nord de ce plateau, avec des sols neutres et fertiles favorables à l'agriculture sur le plateau, argileux, sableux et acides, toujours voués à la forêt sur le versant. Dépourvu de couches calcaires à l'affleurement, c'est très important, dépourvu de rivières ou de fleuves, avec quelques petites pièces d'eau, forestières ou artificielles, et soumises à un climat atlantique atténué. Dans ces conditions, on peut s'attendre à une flore vasculaire sous forte influence humaine, je rappelle 2700 habitants au kilomètre carré, peu diversifiée car on a peu de variations des conditions pédologiques et des conditions géologiques, dépourvue d'espèces remarquables, absence de milieu écologiquement intéressant, milieu extrême, très acide ou très calcaire, et non calcaricole, puisqu'il n'y a pas de calcaire à l'affleurement. L'inventaire initial, c'est 1990, mai 2006. Il a été fait dans le cadre d'un futur atlas de la flore des Yvelines qui n'est jamais paru. Mais donc le CBNBP est créé en 1998. Et donc j'ai transmis des informations sur la flore de Bois d'Arcy depuis 1990 jusqu'à donc ici en mai 2006. Vous voyez que cette prospection de type échantillonnage est très hétérogène. Le nombre de taxons trouvés chaque année nouveau a un pic en 2002, hein, mais il y a même des trous, des moments où ça n'a pas été inventorié. Donc, au total, 392 taxons ont été trouvés pendant ces 15 premières années d'inventaire discontinu sur Bois d'Arcy. Les espèces se répartissent de la façon suivante, voyez, avec une forte proportion d'espèces extrêmement communes et peu d'espèces extrêmement rares. Il n'y avait pas de données historiques connues, donc en fait, la connaissance a commencé en 1990 et on peut dire que fin mai 2006, après cette première partie de l'inventaire, que la flore de Bois d'Arcy était donc à partir de données récentes, de données nombreuses, 392 taxons, en provenance essentiellement du même observateur, c'est-à-dire votre serviteur. 392 taxons, c'est énorme pour une commune banale, puisque pour l'Atlas des Essonnes qu'on avait publié en 2004 avec Jean Ditté, on s'était fixé un objectif de 250 espèces par commune pour être à peu près satisfait. On a légèrement dépassé les 300. 392, ça en aurait fait une commune déjà très bien connue. Ensuite, on va commencer cet inventaire approfondi. Donc, on enchaîne après mai 2006, on passe en juin 2006. Et de juin 2006 à octobre dernier, on a fait un inventaire donc extrêmement fouillé de la commune en utilisant le bordereau d'inventaire général du CBNBP dont vous avez ici le verso, complété. Donc, ce sont des inventaires ponctuels qui consistent à noter toutes les espèces présentes à des endroits
écologiquement homogène et de surface minime, et c'est complété par des observations isolées réalisées lors des déplacements entre parcelles ou lors d'activités diverses. Chaque donnée, c'est-à-dire la présence d'une espèce sur pendant une année, est reportée immédiatement avec le chiffre 1 dans un tableau Excel, donc où les lignes sont les espèces et les colonnes les années. On ajoute d'autres colonnes, famille, dynamique régionale, type de biologique, statut d'indigénat, espèce rouge régionale, etc., de façon à faire tous les croisements possibles ensuite. Voilà comment se présente le tableau. J'ai pris les premières lignes de ce tableau. Donc, vous voyez les familles, ensuite l'évolution telle qu'elle est indiquée dans la flore d'Île-de-France, le nom scientifique avec TaxRef 2019, le type biologique, est-ce que l'espèce a été vue pendant l'inventaire initial, et ensuite les 15 années de suivi avec le statut de l'espèce, la situation dans la liste rouge, sa protection éventuelle, si elle est déterminante nef, et sa rareté qui est la rareté de la flore d'Île-de-France, légèrement adaptée au point de vue nomenclature. Les lieux prospectés sont tous les lieux accessibles, et ils ont été, à l'exception des endroits privés clos et des endroits publics interdits, inaccessibles ou dangereux, évidemment. La répartition des sorties sur l'année. L'inventaire commence chaque année assez tôt, entre janvier au plus tard mars, et il s'intensifie tout au long de l'hiver et du printemps, passe par un optimum en mai, et ensuite diminue pendant l'été, et se poursuit jusqu'au mois d'octobre. Quelques observations ponctuelles peuvent être faites, mais mineures pendant l'hiver. Ici, c'est les 178 sorties effectuées pendant les 3 dernières années de l'inventaire. Et ce graphique résume bien les périodes de prospection. Donc, vous voyez que toute l'année est utilisée. Les conditions climatiques. Alors là, les conditions climatiques, j'ai voulu comparer la période qui a suivi la période de référence, 1981-2010, en regardant les données 2011-2019. J'ai pas mis 2020 puisqu'elle n'est pas encore complètement terminée. Et voyez que les années, donc 2011-2019, ont été systématiquement plus chaudes que les colonnes orangées par rapport aux colonnes bleues pendant cette période. Donc, on a gagné, on est passé de 11 degrés à 11,6 en degrés moyenne sur la période, ce qui est quand même assez énorme. Quant aux précipitations, qui étaient très régulières dans la période de référence, eh bien, elles se divisent en 4 grandes phases annuelles pendant cette période 2011-2019. Elles sont assez faibles pendant le printemps, c'est-à-dire janvier, février, mars, avril. Vous voyez, les colonnes orangées sont plus petites que les colonnes bleues. Et par contre, elles sont très importantes pendant les mois de mai et juin. Et ensuite, elles redeviennent très sèches pendant les périodes juillet, août, septembre, octobre. Et elles repassent au-dessus de l'ancienne normale pour les novembre et décembre. Donc, des conditions climatiques très particulières qui ont évolué entre les données statistiques anciennes et la période récente. L'inventaire approfondi, environ 700 sorties ont été effectuées en 15 ans, et j'ai parcouru plus de 2000 kilomètres à pied dans la commune, donc dans tous les endroits possibles lesquels on pouvait accéder. Ça a donné lieu à 6639 données, et une donnée, c'est un taxon vu une année. Vous voyez que forcément, on ne peut pas faire la même pression d'observation chaque année. Les aléas de la vie sont là pour le rappeler. Je n'ai jamais obtenu plus de 500 taxons dans l'année. Et donc, il y a eu 2 années. Les années en vert clair sont les années normales, entre guillemets. J'ai eu 2 années déficitaires au tout début, une année déficitaire au bout d'une dizaine d'années. Et j'ai donné un coup de collier pour les 5 dernières années, avec un résultat. C'est la dernière année 2020, pour les conditions du Covid, a été un petit peu bousculée. Donc, vous voyez que l'effort de prospection en nombre de sorties a été rentable, puisque j'ai un peu plus d'espèces pendant cet effort, ce regain d'effort dans les années 2016 à 2019.
Donc j'ai divisé les années entre moins de 400 taxons vus, de 400 à 425 à 465 et plus de 470 taxons, sans jamais atteindre 500. J'ai observé pendant ces 15 ans 568 taxons. Seulement 2 taxons de l'inventaire initial n'ont pas été retrouvés. Ils appartiennent à 86 familles végétales, les plus représentées étant classiquement les poacées et les composées, qui représentent à elles seules un tiers à peu près de la 26% exactement, pardon, un quart de la flore de la commune. La conclusion, c'est que 568 taxons observés au total pendant cet inventaire font que la commune représente 37% de la flore contemporaine d'Île-de-France et 44% de la flore contemporaine des Yvelines. C'est tout à fait surprenant pour une commune petite, pas très intéressante a priori, de trouver 37% de la flore d'Île-de-France sur un endroit sans calcaire, sans fleuve, sans voie ferrée, comme je l'expliquais tout à l'heure. Les 568 taxons se répartissent de la façon suivante. Vous voyez que la part de taxons très communs a sensiblement diminué et que les taxons des classes inférieures ont un petit peu augmenté. On reverra ça en détail tout à l'heure. La distribution se fait selon une formule, sur une courbe logarithmique avec un très bon coefficient de corrélation. Sur ces 568 taxons, 23 sont à statut, ce qui est aussi une surprise. 5 espèces protégées régionales, 20 déterminantes SNIEF et 15 espèces menacées, c'est-à-dire en danger critique ou vulnérable, ont été observées. Ça aussi, c'est une surprise sur laquelle je vais revenir. On remarque cependant qu'une petite moitié des espèces à statut n'ont été vues qu'une fois ou deux simplement pendant ces 15 ans. En revanche, d'autres sont vues beaucoup plus régulièrement, 10 ans et plus. Voilà les 5 espèces protégées présentes sur la commune: le Bidens radiata, Utricularia australis, Epipactis purpurata, et Latinexandra et Potentilla supina. Voilà les plantes menacées. J'ai choisi simplement en danger critique et en danger 7 espèces observées sur la commune. En ce qui concerne les groupements végétaux, j'ai identifié 39 alliances qui représentent 27% des 142 alliances d'Île-de-France, et elles sont toutes très communes ou assez communes en Île-de-France. Les plus intéressantes, ce sont celles des bords des eaux et des eaux des bassins, mais elles sont souvent mal caractérisées, peu étendues et peu stables dans le temps. Sur la partie forestière, les groupements les plus intéressants sont ceux des mares et celui du versant exposé au nord, sur lequel on va revenir. Voilà des photos j'ai choisi simplement les alliances des endroits humides et les alliances forestières. Voici les alliances des endroits humides. Donc, je vous passe toutes les alliances en ville, les trottoirs, les endroits piétinés, etc. Et voilà les alliances forestières. La plus intéressante étant celle-ci, qui est donc le Carpignon, le Quersion roboris, pardon, excusez-moi, qui se trouve sur la pente exposée au nord, plus froide, avec le houx spontané et des fougères abondantes sur cette pente. Alors, nous avions émis des hypothèses que c'était une commune sous forte influence humaine, peu diversifiée, dépourvue d'espèces remarquables et peu ou pas calcicoles. Sous influence humaine, oui, car même après avoir éliminé un certain nombre d'espèces que certains auraient pu considérer comme naturalisées, moi que j'ai retenu plutôt comme subspontanées, et d'autres accidentelles, c'est encore 12% de la flore qui est naturalisée, ce qui est beaucoup, même pour une commune urbaine. La forêt n'est pas épargnée par cette imprégnation anthropique. Peu diversifiée, eh bien, ça c'est faux. C'est-à-dire qu'on s'attendait à une flore banale, une flore peu nombreuse, et on s'est retrouvé avec 44% de la flore des Yvelines. Dépourvu d'espèces remarquables, non, on s'attendait pas à trouver des espèces remarquables. On a quand même trouvé 23 espèces à statut, dont une vingtaine d'espèces déterminantes SNIEF. Et pas ou peu calcicoles, oui, c'est vrai, il n'y a pas de groupement calcicole, c'est en lien avec la pédologie, même si de temps en temps, quelques espèces calciclines peuvent être observées par compensation de facteurs, normalement, par exemple la thermophilie dans certaines lisières.
Alors, je veux insister surtout sur les apports et les questions que pose ce genre d'inventaire. Alors, le gain de connaissance, il est indéniable. On passe de 392 taxons à 568, soit un gain significatif de 45% du nombre de taxons connus, qui est quand même impressionnant. Mais voyons la performance de l'inventaire initial, l'inventaire par échantillonnage, par rapport à l'inventaire détaillé. Donc pour ça, j'ai travaillé par classe de rareté et j'ai fait le ratio entre les observations observées pendant l'inventaire par échantillonnage et ce que ça a donné après un inventaire détaillé. On s'aperçoit que cette performance décroît très rapidement et d'une façon linéaire entre extrêmement commun et assez rare. Vous voyez, les extrêmement communs sont assez bien trouvés par l'inventaire par échantillonnage, presque la totalité, 98%, mais ça tombe à 24% pour les espèces assez rares. Pour les trois dernières classes, les effectifs de départ sont tellement faibles que les chiffres sont pas significatifs, mais on stagne aux alentours d'une trentaine de pourcents de performance de l'inventaire initial. Donc, l'inventaire initial a une performance vraiment rapidement décroissante en fonction du degré de rareté. Du coup, la courbe que j'ai ramenée ici en pourcentage entre la courbe de départ, la courbe bleue des classes de rareté, et la courbe orange, la courbe d'arrivée, montre un aplatissement de la courbe. C'est-à-dire que les classes de grands qui sont très communes diminuent, alors que les classes de rareté plus élevées augmentent, si bien que la courbe se creuse et s'aplatit en fonction donc de la rareté. Alors maintenant, il y a un certain nombre de questions se posent. Donc, quels sont les effets des variations inévitables, comme je l'ai évoqué au départ, des aléas dans l'effort de prospection? Comment évolue le nombre cumulé de taxons au fil du temps? Où en est-on au bout de 15 ans? Combien de temps pourrait durer cet inventaire? Au bout de combien de temps serait un compromis acceptable entre la connaissance de la flore et l'effort de prospection? Et les taxons ont-ils été fidèles? Alors voilà les années de prospection. J'ai distingué les années normales, les années déficitaires et la prospection intensive des dernières années. On voit que la première année est très rentable par rapport à l'inventaire initial puisqu'elle apporte 60 taxons nouveaux d'un seul coup. Et ensuite, ça chute brusquement, mais ça reste encore satisfaisant. Des années 2 à 4, le rendement diminue, mais reste quand même significatif en nombre de taxons nouveaux. Et ensuite, ça commence à descendre de plus en plus, et même une année déficitaire devient inefficace, n'apporte aucun taxon nouveau. Donc, des années 5 à 10, le rendement chute. L'augmentation de l'effort de prospection porte ses fruits l'année 11, mais ça redevient très vite, malgré cet effort soutenu, on reprend très vite la chute de performance pour finir dans les dernières années sur très peu d'espèces nouvelles. Donc, une fois les années déficitaires regroupées ici et celles-ci supprimées, on obtient cette courbe tout à fait intéressante avec une chute rapide de l'efficacité du nombre de taxons nouveaux et ensuite une stagnation et une diminution beaucoup plus lente au fur et à mesure des années. Mais ce qui est assez surprenant aussi, c'est qu'on trouve toujours des espèces nouvelles. Vous voyez, au bout de 15 ans, on continue à trouver des espèces nouvelles. Seul ici, le fait d'une année déficitaire n'a pas stagné. Donc, on avait plutôt une courbe comme ça qui partait comme ça. L'effort de prospection intensif a fait repartir, mais de nouveau, et au total, on a une forme logarithmique de coefficient R2 très satisfaisante, montrant que l'inventaire n'est jamais fini, en fait, et qu'il se poursuit tout au long des années. Enfin, l'arrivée d'espèces nouvelles. Alors, ce tableau est très important. En fonction des classes de rareté, c'est indiqué l'année où la classe de rareté a été saturée. On s'aperçoit que les espèces extrêmement communes, vous voyez, sont trouvées dès la première année, puisque par la suite, on ne retrouvera pas de nouvelles. 170 n'a pas été dépassé pendant les 15 ans. Pour les espèces très rares, à l'inverse, c'est au bout de 4 ans, on sature le processus et n'ont pas été dépassés au bout des 15 années. En revanche, pour les espèces très communes, il faut 12 ans. Ensuite, pour les espèces communes et les espèces très rares, il faut 13 ans.
Et ensuite, il faut 14 ans pour les rares, et les deux classes centrales, assez communs et assez rares, sont toujours pas saturées. On continue à trouver des espèces. La façon dont ce tableau se présente, symétrique pratiquement par rapport à la médiane, nous a incité à essayer de calculer combien il faudrait de temps pour avoir l'ensemble des classes de rareté saturées. Ici, j'ai reporté en vert ce qui était connu, parfaitement connu et calculé. Ici, la barre bleue, c'est les 15 ans. Donc, les deux barres centrales qui sont pas terminées, elles sont forcément au-dessus de 15 ans. Mais de combien au-dessus de 15 ans? Et donc, l'idée, c'est de faire passer une courbe en X2 par ces différents plots. Et on s'aperçoit qu'une durée de 18 ans permettrait d'avoir, en théorie, avec un coefficient excellent, une saturation de l'ensemble de la flore. Donc, au bout de 15 ans, je n'étais pas encore au bout et il manquait encore 3 ans pour peut-être arriver à ça. Sachant que il y a toujours des espèces qui peuvent être trouvées. Alors, 15 ans, ça fait beaucoup. Est-ce qu'on peut s'arrêter avant? Ben ici, chaque année est divisée en 3 catégories. En vert clair, ce sont les espèces qui sont revues après avoir été vues au moins une fois les années précédentes. En orange, ce sont les espèces qui n'ont pas été revues alors qu'elles avaient été vues au moins une fois les années précédentes. Et ici, les tout petits traits à peine visibles, ce sont les espèces nouvelles. Mais on s'aperçoit que les espèces revues arrivent sur un plateau au bout de 7 ans. Ensuite, ça stagne. Et que les espèces non revues passent par un creux au bout de 7 ans. Et ensuite, ça réaugmente. Donc, cette année de 7 ans, qui était l'année 2012, est une année un peu cruciale. Et si jamais il fallait s'arrêter parce qu'on est fatigué, on pourrait peut-être s'arrêter au bout de 7 ans pour avoir un inventaire à peu près satisfaisant, mais pas complètement satisfaisant puisque on continue à trouver des plantes. Alors, au point de vue fidélité, j'ai divisé les 568 taxons en 3 catégories. Ceux qui étaient fidèles, c'est-à-dire qui étaient vus au moins j'ai enlevé au préalable les 3 années déficitaires pour voir qu'elles ne perturbent. Donc sur 12 années, vu au moins les 2/3 du temps, vous avez donc 76% et un creux pour les espèces qui sont vues environ entre les 2/3 et le tiers du temps, et ça remonte ici pour les espèces vues que 1/3 du temps. Donc vous voyez qu'il y a quand même 31 taxons et au total 16% des taxons qui ne sont vus que moins d'une fois sur 3. Et donc, on a ici une courbe en U très écrasée, hein, avec cette partie-là qui fait que lorsqu'on passe pas assez souvent, ben on rate tout ça. Ces espèces peu fidèles sont ratées. Alors, est-ce qu'on a pu voir une évolution en 15 ans? Donc, la première étape, c'était de prendre les espèces classées en régression ou en expansion en Île-de-France, dans la flore d'Île-de-France. Ensuite, de supprimer les espèces fidèles qui n'apportent rien. Si elles sont tout le temps là, elles ne sont pas des bons indicateurs. Supprimer les espèces très rares, qui sont, enfin, très peu fidèles, qui sont une année sur 2, elles n'apportent rien non plus. Les espèces dont la disparition était parfaitement documentée due à une cause anthropique. Des sous-espèces dont l'apparition, entre guillemets, n'était due qu'à un outil de détermination plus performant. Par exemple, les sous-espèces de Polygonum aviculare. Et les années à prospection déficitaire. Ensuite, j'ai donc défini les espèces de la façon suivante. Sont qualifiées en déclin les espèces qui sont plus observées depuis 5 ans alors qu'elles l'étaient souvent avant, voire pendant l'inventaire initial. J'ai qualifié en progression les espèces observées depuis au moins 3 ans alors qu'elles n'étaient pas ou peu avant. Ça m'a permis de définir 19 taxons se répartant entre 8 en déclin et 11 en progression. Voilà les taxons en déclin. On s'aperçoit que ces taxons, ici, certains ont été déjà connus, disparaissent avec, voyez ici, en brun clair, une année isolée du reste du temps. Donc, ces taxons sont surtout des taxons indigènes et ne disparaissent pas d'une façon brutale, puisqu'on peut que 5 sur 8 sont encore revus une dernière fois, un dernier baroud d'honneur avant de disparaître.
Ça concerne des herbiers aquatiques et des sols cultivés essentiellement, et des ourlets forestiers, donc des milieux que je qualifierais de semi-naturels. Et tous ces taxons sont indigènes. Voilà quelques taxons qui sont en déclin. Ce sont à la fois des plantes des eaux ou des bords des eaux et des plantes des endroits cultivés ou des terres remuées dans le cadre des plates-bandes. Eh bien, on s'aperçoit que ces espèces sont souvent des espèces acidiclines, ce qui tendrait à montrer une eutrophisation des sols. En revanche, les stations en progression, vous voyez, sont rarement vues une première fois, 2 fois seulement sur 10. Et en revanche, une fois qu'ils sont apparus, ils restent assez stables, sauf ici, la station a été détruite. Et puis on s'aperçoit que les espèces naturalisées, cette fois-ci, représentent plus de la moitié de ces taxons. Ils concernent surtout des milieux très anthropiques, trottoirs, gazons urbains et friches en attente d'urbanisation, et très peu la forêt. Voilà quelques espèces en extension sur ces 15 ans qui répondent à ces critères. J'insiste pas. Donc, en résumé, les taxons en déclin ont une évolution plutôt progressive, concernent des milieux semi-naturels et des espèces indigènes, alors que les taxons en progression ont une apparition plutôt brutale, concernent des milieux anthropiques et sont souvent naturalisés. 2 exemples très concrets, l'évolution des orchidées dans les gazons urbains. 3 espèces d'orchidées sont maintenant présentes, vous voyez, ces 2 dernières années, dans les gazons urbains. Ophrys apifera, qui a fait une première tentative d'apparition entre 2007 et 2009, ensuite perdu de vue, et qui maintenant est constant, et c'est de l'ordre d'une centaine de pieds maintenant dans la commune. Himontoglossum hercinum est apparu en 2017 et se maintient très bien avec une seconde station qui est apparue en 2020. Et Anacanthis pyramidalis est apparu en 2019 et est passé de 1 à 3 stations en 2020. Donc là, je pense que c'est l'effet du réchauffement climatique et des mai-juin pluvieux que l'on connaît depuis 2016 qui ont amené cette prolifération, si je peux dire, des orchidées dans les gazons urbains. Malheureusement, ces orchidées, malgré tous les efforts que j'ai pu déployer auprès de la commune, sont régulièrement fauchées et j'essaye de les sauver maintenant. J'espère y arriver dans les années qui viennent. Quand il concerne les herbiers aquatiques des bassins urbains, on s'aperçoit que depuis 2016, ils ont disparu. Et là, j'ai plutôt émis l'hypothèse de l'eutrophisation de l'eau, symétrique par rapport à l'eutrophisation des sols, et une augmentation des populations d'animaux herbivores. Les oiseaux, comme ce sont des espaces urbains, ils ont compris qu'ils n'étaient pas menacés, donc beaucoup de canards herbivores, et les poissons se sont développés. Ça peut être une explication de pourquoi ces herbiers aquatiques des bassins urbains disparaissent. Pour la petite histoire, 2 espèces accidentelles nouvelles pour l'Île-de-France ont été observées pendant cet inventaire, donc ce qui prouve qu'on peut continuer à trouver des choses marrantes quand on fait ces inventaires très précis. Et je terminerai par une comparaison avec un inventaire analogue qui a été fait dans la Sarthe pendant 15 ans, de 96 à 2008, par Francis Zanré. Donc les communes n'ont strictement rien à voir. 548 hectares contre 3200 à Saint-Jean-de-la-Motte, urbaine contre rurale, 15 000 habitants contre 950, la géologie n'a rien à voir, l'hydrographie non plus, etc. Il y a une rivière qui traverse Saint-Jean-de-la-Motte. Donc malgré ces différences énormes, 3 points sont en commun. Chaque commune a fini par représenter une proportion importante de la flore de son département, 54% de la flore de la Sarthe pour Saint-Jean et 44% de la flore des Yvelines pour Bois d'Arcy. Le nombre cumulé de taxons observés en fonction du temps n'a cessé de croître, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et tous les taxons les plus communs de leurs départements respectifs ont été observés dans chaque commune. Donc, ça m'a donné l'idée de comparer les taxons observés dans la commune par rapport par classe de rareté en fonction des effectifs de l'Île-de-France, et on s'aperçoit ici que tous les taxons très communs ont été trouvés sur la commune de Bois d'Arcy, hein, même pendant la première année. Mais bon, admettons un coup de chance, mais finalement, les 170 taxons extrêmement communs d'Île-de-France sont présents. Donc ça m'a donné l'idée d'un indicateur qui serait le nombre de taxons très communs de la commune par rapport au nombre de taxons extrêmement communs dans le département ou la région.
de façon à juger du niveau atteint dans la connaissance de la prospection, puisque les deux communes très bien prospectées ont atteint cette saturation pour les taxons croisés extrêmement communs. Voilà, je vous remercie de votre attention et je remercie au passage mon ami Jean Prieur qui m'a accompagné ces dernières années sur le terrain. Merci de votre attention.